Mon invité ce soir est écrivain, essayiste. Depuis un certain temps déjà, il tire la sonnette d'alarme sur le poison de l'idéologie djihadiste. Avec de nombreux autres intellectuels, il a signé une tribune dans le Figaro intitulée « Non au séparatisme islamiste ». Pascal Bruckner, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Depuis l'attentat, depuis 3 jours, on parle beaucoup des moyens de la lutte contre le terrorisme islamiste. On évoque les moyens du renseignement, de la surveillance des fichiers S. Mais je voudrais d'abord vous poser la question plus large de notre société, du sursaut et même du réarmement morale face à cette idéologie. Est-ce que, selon vous, on est suffisamment prêt, armé? On n'est jamais prêt pour ce genre d'acte, puisque ce qui caractérise l'acte terroriste, c'est son imprévisibilité. Donc il explose tantôt à Paris ou dans des grandes capitales, tantôt en province, dans une petite ville qui se croyait à l'abri de toutes les attaques et qui tout d'un coup se retrouve sous la cible d'un exalté. Et non, on n'est pas préparé, mais on peut quand même réunir le maximum de conditions de sécurité pour que ce genre d'explosion ait le moins de conséquences possibles. Donc c'est ça la protection que doit nous assurer l'État, les corps de police, l'armée et les services de renseignement. Vous parlez des responsables, on va en parler, des responsables politiques, de l'État, des renseignements, de la police. Et quand je disais réarmement moral, je pensais tout simplement à nous-mêmes, aux citoyens. Est-ce qu'on a parfois l'impression que ce sursaut a été fait au niveau des citoyens et peut-être pas forcément de manière plus large, on a l'impression que l'opinion publique a réalisé la gravité, la profondeur de ce mal, ses racines, et peut-être pas nos responsables? Alors je ne sais pas, je ne peux pas parler au nom des responsables, mais ce qui est vrai, c'est que nos sociétés oscillent en permanence entre deux attitudes. C'est-à-dire que quand un attentat nous frappe, nous avons tendance, en Europe, à dire « mais peut-être que nous sommes responsables ». C'est ce qu'avait dit par exemple le président Macron, je crois, après novembre 2015. Peut-être que nous avons une part de responsabilité, peut-être que c'est notre faute, peut-être qu'au fond, si nous sommes gentils, les terroristes éventuels deviendront gentils avec nous. Mais je pense que c'est une attitude qui est erronée, que nous ayons des responsabilités, c'est évident, mais il faut quand même partir d'un principe, c'est que les victimes des actes terroristes sont toutes innocentes, qu'il n'y a qu'un coupable, c'est celui qui tue, et par conséquent, s'il doit y avoir un réarmement moral, il est dans la promotion des valeurs qui sont celles de la France, de l'Europe, du monde occidental, qui sont des valeurs universelles, et non pas dans une éventuelle culture de l'excuse avec celui ou ceux qui veulent tuer au nom d'une idéologie mortifère, d'un dévoiement d'une religion, et qui sacrifient leur vie, non pas pour en sauver d'autres, mais au contraire pour tuer le maximum de gens et gagner leur paradis. L'exécutif est évidemment clair, depuis le départ. Il dénonce ce terrorisme islamiste. Malgré tout, est-ce qu'on attend davantage d'Emmanuel Macron? Là, on n'est pas sur les moyens, mais davantage sur savoir sa politique, ses convictions, sa colonne vertébrale sur la laïcité, sur la place du religieux. Est-ce que vous estimez qu'il y a des fragilités? Il y a peut-être moins de fragilité qu'un certain silence. C'est-à-dire que le discours sur la laïcité, on l'attend depuis maintenant 3 ou 4 mois. C'est un domaine dans lequel, me semble-t-il, Emmanuel Macron a voulu se démarquer de Manuel Valls. De la même façon que François Hollande voulait se démarquer de Nicolas Sarkozy. Mais peut-être est-il allé un peu trop loin dans son démarquage, parce qu'il me semble que dans la position de Manuel Valls, qui a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre au moment où la France a été soumise à un maximum d'attaques, est quand même là-dessus assez lucide. Et donc, peut-être que Emmanuel Macron est au pied du mur, peut-être qu'il ne s'est pas fait sa religion sur ce sujet précis et qu'il tâtonne encore, mais c'est notre rôle de l'aider à trouver justement une attitude qui soit à la fois digne, mais aussi très ferme et qui permette de ne plus voir se reproduire ce type d'acte. Justement, vous parlez de dignité. Qu'est-ce que vous pensez? Et là, je demande à l'essayiste, à l'écrivain, qui a forcément plus de distance sur les débats que nous vivons, que nous commentons, les débats des responsables politiques, où on voit Laurent Wauquiez dénoncer, selon lui, le laxisme coupable d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen demander la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ce sont des mots quand même et des accusations fortes et graves. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Oh, c'est rien, c'est un bouillonnement au-dessus de la marmite politique. C'est vraiment pas grand-chose. Je suis même frappé par le petit nombre de réactions négatives à l'encontre du gouvernement, parce que face au terrorisme, droite et gauche sont inquiètes et droite et gauche sont un peu perdues. Nous sommes tous perplexes, nous ne savons pas comment
comment juguler ce phénomène. Et ça n'est pas simplement en France, c'est dans tous les pays, que ce soit dans le monde arabo-musulman ou dans le monde occidental. Personne ne connaît la recette magique pour écraser le terrorisme du jour au lendemain, puisqu'il renaît en permanence de ses cendres, et que même la défaite militaire de Daesh en Irak et en Syrie est consacrée par une sorte de victoire mentale ou une victoire immatérielle dans l'esprit de ses partisans, même lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui n'ont jamais côtoyé de près ou de loin des militants de Daesh. Donc, non, la réaction de Wauquiez et de Marine Le Pen est évidemment assez insignifiante. Mais surtout, là, je crois que la classe politique est quand même là-dessus assez perplexe. Vous dites qu'il n'y a pas de solution miracle, justement, Pascal Bruckner. Vous avez cité tout à l'heure Manuel Valls, qui hier a donné, enfin en tous les cas, a mis sur la table l'une de ses propositions, c'est l'interdiction du salafisme. Nous en débattions tout à l'heure avec notamment Philippe Val, que vous connaissez bien. Manuel Valls estime que le salafisme est l'antichambre du djihadisme. Et certains nous disent que le salafisme, c'est un courant religieux. Comment on interdit aujourd'hui une pensée, un courant religieux? Est-ce qu'on rentre dans les têtes? Est-ce qu'on doit sonder les cœurs et les têtes? Donc là, c'est le cœur du problème. Le cœur du problème, ça a été répété par... Est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce? C'est ce que dit notamment Mohamed Sifawi depuis longtemps. La réponse sécuritaire ne suffira jamais. Il faut une réponse idéologique. Mais simplement, la réponse idéologique, elle prend très longtemps. La réforme éventuelle du corpus théologique de l'islam, qui est réclamée depuis des années, notamment, je pense à Mohamed Harkoun, quand il avait fait son livre Lecture du Coran, ça va prendre une génération, 2 générations, peut-être des siècles. Mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Et alors, ce que propose Valls n'est absolument pas absurde, dans la mesure où, effectivement, un certain nombre d'organisations que nous connaissons, qui ont pignon sur rue, sont proches soit des frères musulmans, soit des salafistes, et ont tendance, à chaque attentat, à excuser l'attitude des terroristes ou à expliquer qu'il ne faut pas... Ça, c'est condamné. Ça s'appelle l'apologie du terrorisme et c'est condamné. On l'a vu malheureusement avec un ex-candidat d'un parti politique qui a été... Ils le font de façon subtile en disant que perquisitionner, par exemple, dans un certain nombre de cités, c'est montrer du doigt les musulmans et donc c'est faire preuve d'islamophobie. C'est notamment l'attitude du CCIF, du Comité contre l'islamophobie en France. C'était l'attitude jadis, il n'y a pas si longtemps, de Tariq Ramadan, quand il disait « je ne suis ni Paris ni Charlie, je suis perquisitionnable », qui était une manière de dire « il est honteux d'aller perquisitionner chez des citoyens français musulmans, car c'est une manière de montrer l'islam du doigt ». Alors évidemment, il y a un certain nombre d'organisations que l'on peut interdire. Mais vous comprenez bien que nous sommes dans une zone grise, sur un chemin de crête, où parfois il va falloir criminaliser, en tous les cas interdire des propos qui ne tombent pas pour l'heure actuelle sous le coup de la loi. C'est effectivement le risque. Donc c'est un débat que les essayistes et écrivains, ça doit vous interpeller quand même. Effectivement, c'est un risque. On risque d'entrer dans une longue discussion juridique sur la teneur ou la substance d'un certain nombre de propos. Mais il y a peut-être une autre mesure aussi que l'on peut mettre en avant. C'est qu'on parle beaucoup depuis la parution du livre de Georges Bensoussan, l'historien des territoires perdus de la République. Or, ces territoires sont perdus depuis 30 ou 40 ans par le laxisme conjugué de la droite et de la gauche. Peut-être faut-il songer aussi à la reconquête de ces territoires quand on pense qu'hier ou avant-hier, lorsque des journalistes et des policiers ont voulu aller dans le quartier d'Ozanam, d'où était originaire Redouane Lagdim, ils se sont fait insulter, menacés de mort, on les a chassés. Et donc, il faut reconquérir ces territoires perdus de la République, car il est inadmissible que dans un certain nombre de cités, de quartiers, ni la police, ni les services médicaux, ni les postiers, ni les médecins, ni les pompiers ne puissent plus aller. Vous dites, peut-être à raison, droite et gauche, et peut-être parfois pour des visées électorales, ont laissé ce poison islamiste se répandre dans certains de nos territoires en France. On peut aussi poser la responsabilité au sens large, morale, des intellectuels. Aujourd'hui, et vous le faites depuis longtemps, Pascal Bruckner, il y a eu la semaine dernière cette tribune. Mais que de temps passé et perdu. Est-ce que vous, dans votre, j'allais dire, autour de vous, dans votre sphère également, cette prise de conscience, ce sursaut, il est trop tardif? Est-ce que parfois il n'y avait pas une culture de l'excuse qui nous a amené à cela? Mais c'est parce que l'intelligentsia française, comme la société, est très divisée.
pour toute une partie de la gauche et l'extrême gauche, et pour aussi une fraction de l'extrême droite, je pense à Dieudonné et Alain Soral, nous sommes coupables face à l'islam, puisque nous sommes les anciens colonisateurs. Et pour toute une frange qui va de Politis à Mediapart, l'islam, c'est aujourd'hui la religion des opprimés. Donc beaucoup de gens ne veulent pas en démordre, même si de nombreux pays arabo-musulmans sont très riches, les musulmans sont les opprimés. Et donc attaquer l'islamisme ou comme étant le ferment du terrorisme, c'est pour eux se conduire en néocolonialistes. Et par conséquent, nous devons accepter les revendications des groupes les plus extrémistes, le voile pour les femmes. Donc le débat est à mener sur différents fronts. C'est ce que vous êtes vous-même, j'imagine, en tant qu'essayiste, écrivain intellectuel. Vous vous battez évidemment au sens avec votre plume contre d'autres intellectuels qui vous opposent aujourd'hui et qui vous opposent un autre argumentaire et qui vous disent vous êtes islamophobe. Voilà, exactement. Mais ça, on me le dit, vous êtes raciste, islamophobe, et ça, on me le dit depuis 1983, depuis que j'ai publié Le sanglot de l'homme blanc. Si vous voulez, si nous étions une société unie face à un ennemi, le salafisme, le wahhabisme, les frères musulmans, les choses seraient plus simples. Simplement, ce qui caractérise aujourd'hui la société française et les sociétés européennes dans leur ensemble, c'est que l'ennemi, il est en nous-mêmes. C'est que nous sommes à nous-mêmes notre pire ennemi, et que nous, chaque fois qu'on nous attaque, on se demande, mais est-ce que finalement, ça ne serait pas de notre faute? Combien de fois m'a-t-on opposé cet argument? Est-ce que finalement, nous ne l'avons pas cherché? On m'attaque, donc je suis coupable, et le coupable est peut-être lui-même une victime qui s'ignore. C'est ce raisonnement pervers que je tente depuis très longtemps de redresser, parce que ça me semble être le monde à l'envers, et de montrer que les victimes qui sont frappées dans les attentats sont en tout point innocentes, alors que l'idéologie qui a porté le tueur est une idéologie abominable, et dont les premières victimes, nous le savons, mais il faut toujours le répéter, sont d'abord les croyants et les fidèles musulmans eux-mêmes. Justement, vous parlez des musulmans, des Français musulmans. On a entendu un témoignage ces jours-ci, notamment sur CNews, d'un responsable de la mosquée, de la cité dans laquelle se trouvait ce terroriste. Et ce responsable affirmait qu'il ne savait pas que cet individu, ce terroriste, était fiché S. Ça interpelle cela quand même, Pascal Bruckner, parce qu'on entend souvent dire « et le sursaut de la population française musulmane ». Mais pour qu'il y ait un sursaut, il faut qu'il y ait les armes, j'allais dire, intellectuelles et même les armes de connaissance pour lutter contre cela. Est-ce que suffisamment aussi on pousse cette population-là, puisqu'il n'y a pas de communauté au sens strict du terme, à agir, à lutter contre ce poison qui est la gangrène de l'intérieur? Ah ben, c'est le grand paradoxe des Français musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à une injonction contradictoire. D'un côté, pratiquez votre religion avec discrétion. De l'autre côté, quand il y a des attentats, insurgez-vous contre les terroristes. Et ils sont pris entre deux feux. Et je voyais, par exemple, dans Le Monde de ce week-end, l'éditorial du directeur. Le Monde, en permanence, dénonce l'islamophobie, mais le directeur disait « Il est temps maintenant que les musulmans se dressent contre cette maladie de l'islam qu'est l'islamisme ». Et c'est vrai que c'est une position psychologiquement difficile, mais par exemple, un essayiste et consultant, Hakim El Karoui, qui vient de publier un livre, L'islam, une religion française, dont j'ai rendu compte dans Le Point, demande aux élites franco-musulmanes de pratiquer une insurrection culturelle contre le wahhabisme et le salafisme. Mais la question qu'on a envie de poser, c'est les élites franco-musulmanes, combien de divisions? Et pourquoi seulement les élites? Est-ce que ce n'est pas un débat qui doit être insufflé partout? Pourquoi seulement les élites? C'est l'ensemble des citoyens. Et donc je vous pose aussi la question pour aller plus loin. Vous avez parlé tout à l'heure, Pascal Bruckner, de la réforme de l'islam. Et la réforme de l'islam va être mise en œuvre, en marche, si je puis dire, par Emmanuel Macron. Est-ce que ça doit passer par cela? Est-ce que c'est aux imams seulement de se saisir de ce débat-là? Est-ce que ce n'est pas l'islam et plus largement, malheureusement, ces maladies ne sont pas une question sociale, sociétale et pas seulement religieuse? Oui, enfin, je pense que c'est aussi un problème théologique et qui ne dépend pas de nous. Ça n'est pas entre nos mains. Je ne suis pas musulman. Et puis, il y a 1,5 milliard de musulmans qui pratiquent de façon très différente selon les pays. Mais ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est de voir que, par exemple, un pays comme l'Égypte, qui a porté à sa tête Al-Sisi. Enfin, c'est un coup d'État. Et Al-Sisi combat les frères musulmans. Or, que se passe-t-il aujourd'hui
au Caire, l'athéisme est interdit, les femmes doivent être de plus en plus voilées, et même la danse du ventre, qui était une spécialité de la culture égyptienne, est désormais soumise à un bannissement religieux. Et donc, même les pouvoirs qui sont supposés combattre les extrémismes reprennent les valeurs des conservateurs. On voit bien là donc la complexité de cette mosaïque. C'est très compliqué. Alors ce qu'on peut faire nous, et c'est ce que veut faire le gouvernement actuel, et il a raison, c'est effectivement instaurer un islam de France, un pacte, un concordat, je ne sais pas, je n'ai pas dit un contrat, comme on l'a fait avec les juifs, comme on l'a fait avec les catholiques et les protestants, mais qui soit compatible avec les valeurs de la société française. Et là, les chiffres, là aussi, sont intéressants, parce que dans le rapport de l'Institut Montaigne, qui avait été, je crois, donné l'année dernière ou il y a 2 ans, on montrait que 50% à peu près des Français musulmans suivent les lois de la République, 25 aimeraient bien que l'islam apparaisse plus dans l'espace public, et 28% sont opposés, enfin plutôt sont en faveur du fait que la charia supplante les valeurs républicaines et sont traditionnaliste, conservateur et très rigoriste. Donc cela veut dire que l'islam de France est lui-même divisé, comme l'est la société. Donc ce sera un vaste défi et sur lequel évidemment on sera attentif par rapport au choix, puisque ça relève du président de la République. Mais il est indispensable que ce concordat, ce contrat, ce pacte soit fait très vite et que là-dessus, Emmanuel Macron nous éclaire sur sa conception. Que pense-t-il? Car pour l'instant, c'est son talon d'Achille et nous aimerions bien savoir ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. Pascal Bruckner, je voudrais qu'on termine avec l'image, la figure, le symbole et au-delà d'Arnaud Beltrame. Un hommage national lui sera donc rendu ce mercredi aux Invalides. Il a éveillé quelque chose de vraiment profond en nous et on l'espère durable. Est-ce qu'on peut parler, au-delà de la résilience, d'une forme de fierté française? Évidemment qu'on parle là de valeurs universelles, mais on avait presque oublié, parce qu'on se sent impuissant face à ce terrorisme, qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent et qui peuvent donner leur vie, un don de soi ultime face à cette barbarie. Oui, je pense que nous assistons depuis quelques années au retour du soldat comme figure positive. L'armée, traditionnellement en France, était vue comme une institution dangereuse, qui avait fait la guerre d'Algérie, qui s'était compromise, qui avait du sang sur les mains. Et depuis la guerre au Mali, il y a une revalorisation du rôle du soldat qui n'est pas simplement un homme qui tue, mais qui est un homme aussi qui perd la vie pour sauver les autres. Et ça, je pense, c'est un changement de mentalité fondamental. Nous sommes dans une sorte de guerre civile larvée et la revalorisation du policier et du soldat, en dépit de ce que peuvent dire l'extrême gauche ou l'extrême droite, est un phénomène très important dans la reconquête de la fierté nationale. Fierté nationale, hommage national et on l'espère populaire, c'est-à-dire partagé par tous. Merci Pascal Bruckner. Merci à vous d'avoir été notre invité pour les Voix de l'Info sur CNews. Restez avec nous à suivre, c'est important dans quelques minutes. Ce sera avec vous, Laurence Ferrari, c'est la conférence de presse attendue du procureur François Molins.